Salut, c'est Paul. Ce soir, vidéo, blabla, lecture. Donc, ce soir, je vais te lire le début d'un livre que je voulais faire, que je voulais découvrir depuis un moment. C'est Mathilda de Roald Dahl. Donc, je vais lire. Attends, je vais commencer. Est-ce qu'il y a des chapitres ou pas? Je pense qu'on va simplement lire le marchand de lecture. On va voir. On va voir un petit peu. Je vais te lire un chapitre ou deux même. Donc c'est un livre qui a été fait pour sa fille, je crois, en 1955. Parce qu'il est écrit à Olivia, qui avait 12 ans à l'époque. Donc j'ai déjà lu de même auteur en vidéo membre, Charlie et la chocolaterie. En sachant que si tu veux le livre en entier en vidéo ASMR, il sera disponible seulement pour les membres. Donc voilà, je t'invite à rejoindre le système membre pour 1 euro, tu auras des vidéos. Maintenant, les vidéos membres, c'est plus que des lectures tous les mois et une vidéo sur un sujet sensible ou personnel. Donc voilà, si tu le sais pas, je remets les vidéos gaming en public comme avant, donc Minecraft, GTA et League of Legends. Voilà, je le redis au cas où tu n'aurais pas vu. Mais bref, donc on va lire Mathilda le début. Donc c'est un... J'ai toujours voulu le lire parce que le film m'a bien marqué, je pense comme beaucoup de gens à l'époque. Donc le film Mathilda, le premier, avec Mathilda et Mademoiselle Le Gourdin, qui était terrifiante quand j'étais petit. Ça m'a terrifié le passage, oui, surtout le passage où il devait manger le gâteau au chocolat. Ça m'a... Ouais. Et puis l'actrice qui joue la directrice Le Gourdin, justement, et me faisait bien peur, en sachant qu'en plus j'aimais pas trop l'école. Donc c'était un film un peu effrayant en vérité quand j'étais petit. J'ai revu après. Mais c'est vrai que quand j'avais à peu près l'âge de Mathilda, on va dire, dans le livre, c'était assez... Ça faisait assez peur quand même. Mais en même temps, avec le recul maintenant, voilà, c'est un livre où j'ai trouvé que je ressemblais quand même un petit peu à Mathilda. C'est-à-dire le fait d'être différent, enfin de se sentir différent, mais dans le sens où je m'ennuyais en cours, j'avais des bonnes notes sans rien faire, tu vois, voilà, j'avais des 20 sur 20 sans rien faire, même en étant absent. Enfin, donc c'est bon, je dis pas que j'avais pas que des 20, mais c'est vrai que je pouvais arriver, revenir d'une semaine d'absence et avoir un 20 quoi, ou un 18 ou un 19. Et puis toujours voilà ce sentiment à l'école de pas être à sa place, de s'embêter, surtout beaucoup finalement, et ouais, de se demander ce que je faisais là, de pas vraiment pas être dans un environnement où j'étais bien. Voilà. L'école m'a fait beaucoup de mal en termes de manière de faire, enfin comment l'école est, c'est-à-dire de rester assis pendant 8 heures, enfin, ça m'a beaucoup détruit personnellement, ça m'a beaucoup rendu dépressif, triste, angoissé, voilà, ça a beaucoup participé. Le stress de l'école, c'était assez chaud en vrai. Ça a commencé, je pense, dès la primaire, début primaire en fait, quand j'ai quitté ma première école où j'avais tous mes amis d'époque. Et quand j'ai dû me refaire des amis et tout, quand j'ai arrivé en CE2, c'était très dur quand même. Donc voilà, il n'y avait pas que ça qui était dur. Mais ça a quand même bien participé l'école. Donc bref, on y va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent, hein, qui sont en cours et qui détestent aller en cours, qui
à partir de là, bon, la primaire, et encore ça dépend, parce que maintenant, il y a tout un tas de groupes, de communautés, on va dire, qui veulent faire apprendre des choses aux enfants qui sont anormales, pas de leur âge ou pas du tout qui les concernent. Il y a vraiment tout un tas d'idéologies dans l'école qu'on essaye de mettre dans la tête des enfants. Ouais, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est assez effrayant certains programmes de l'école. Donc, ouais, moi c'est vrai que personnellement, je pense que si j'avais des enfants, je les mettrais, j'essaierais de pas les mettre à l'école. J'essaierais de, voilà, que ce soit moi ou la mère des enfants, quoi, qui s'occupe des cours. Mais c'est vrai qu'actuellement, je pense que si évidemment les cours sont bien faits, je pense que c'est mieux de le faire toi que par un truc ou par ce système en fait qui pour moi crée principalement des futurs salariés, des futurs esclaves modernes, on va dire. C'est pas ça te voilà, ça t'incite pas à développer tes compétences, on va dire ta créativité, ça t'enferme beaucoup. Enfin, voilà. C'est vrai que moi t'es petit, après voilà, t'es petit, dès que j'étais maternelle, dès le début de la maternelle, j'envoyais tout, je sais pas envoyé tout, mais c'est vrai que le premier jour de maternelle, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite rebellé quoi. J'ai tout de suite dit non quoi, enfin je n'écoutais pas. Et puis ouais c'est vrai que bon, en vrai, comme j'ai dit ouais, vraiment début CE2, après ça a commencé à vraiment finalement à l'âge de 10-11 ans quoi, dès que tu arrives un peu à la puberté on va dire. Vraiment un gros malaise de l'école. Même si voilà, je pense qu'il n'y avait pas que ça, et aussi quand t'as cet âge-là, t'es pas bien, même en étant, enfin sans parler de l'école quoi, de toi-même quoi, t'as pas forcément une image bien de toi, une bonne confiance en toi, tout ça, hein, c'est pas que ça, pas que de ça, mais c'est que le contexte finalement vraiment ouais tu rentres dans un groupe quoi, en mode, c'est un peu, je vois un peu ça comme un abattoir, si tu rentres dans un groupe, tu sais pas pour quoi, c'est pas ce que tu fais là, limite ça te fait souffrir sur certains trucs quoi, c'est pas, t'aimerais être ailleurs, tu vois, même s'il y a des bons côtés aussi, mais finalement pour ce que j'apprenais en fait, j'aurais pu apprendre aussi bien chez moi, en moins de temps, et tout en, voilà, en ayant du temps pour moi aussi, un minimum, et pas que ça soit fait comme ça de manière forcée ou encadré à ce point-là, au point d'étouffer, enfin. Puis dès que tu vas dire ce que tu penses un peu, finalement une très faible flexibilité, c'est-à-dire que tu dois faire comme ça et c'est tout. Voilà, tu peux même pas changer un tout petit peu le programme, c'est en mode bon si tu veux le faire, si tu veux commencer par ça, je sais que tu as des écoles qui font ça, je travaillais dans une école qui était comme ça, où les élèves avaient un petit peu plus de liberté, par exemple s'ils voulaient commencer par ça dans le programme, ils pouvaient, ou si c'était un peu en avance, bah, ils pouvaient faire quelque chose de l'année d'après. Mais bref. Donc, Mathilda. Il y a le film aussi, ils ont fait un nouveau film récemment, qui était pas mal aussi, hein, en comédie musicale, que j'ai bien aimé. Bon là, Madame Ducourtin est beaucoup moins, comment on dit, mémorable quoi, iconique on va dire, que celle du premier film, mais bon. Mais c'est vrai que ouais, quand je pense, là vraiment j'avais le plus de notes facilement, en fait c'est parce que ça m'intéressait, je sais pas parce que les maths, tu vois, vraiment j'avais tout laissé tomber, donc j'étais bon pourtant, mais voilà, ça m'a gavé quoi. C'est pas des trucs qui m'intéressaient de faire des équations, des machins, des trucs. Par contre c'est vrai que les livres, pas forcément le fait de lire, mais le fait d'écrire surtout des histoires, c'est là où j'avais vraiment des notes, les meilleures notes de la classe, tout ça. Alors, une adorable petite dévoreuse de livres. Donc, je répète, c'est celui
chocolaterie et si tu veux, la vidéo est disponible pour les membres pour 1 €. Voilà, surtout pour soutenir et moi ça me permet d'avoir un espace de liberté et de partage. Alors, père et mère sont gens bien curieux, même lorsque leurs rejetons sont les pires des poissons. Non, des poisons imaginables. Ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela, ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leur odieux moutard que nous mettons à crier « Ah non, assez, vite de l'air, vous allez nous rendre malades !» Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes proférées par des parents gonflés d'orgueil, mais en général ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de ratoteurs aussi infatués. Votre fils Maximilien, écrirais-je, est d'une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale, vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Voilà, c'est un petit peu le problème aussi de l'école, c'est tu vas pas forcément avoir des bonnes notes, il y a tout de suite le truc de te dire « Ah putain, je vais rater ma vie », tu vois. Alors que non, t'es peut-être juste pas pris à ce moment-là en fait de ta vie pour apprendre des trucs. En fait, c'est beaucoup de choses qui m'intéressent maintenant en fait, qui m'intéressaient pas du tout quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi. Bref. Ou bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais que les organes de Louis des sauterelles se trouvent flancs de leurs abdomens et une curiosité de la nature. À en juger parce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas de trace des organes en question. Je pourrais même m'aventurer plus loin dans l'histoire naturelle et déclarer: la cigale passe 6 ans à l'état de larve enterrée dans le sol et pas plus de 6 jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé 6 ans à l'état de larve dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sa chrysalide. Je sens que ça va être excellent, ça va être une putain de critique de l'école, je pense. Mais déjà, Charlie la chocolaterie était une critique de la société, de la télé qui rendait bête, qui te conditionnait, qui te... Charlie la chocolaterie était plus axée sur la société en général. Là, je pense que ça va être beaucoup plus sur l'école en fait. Beaucoup plus développé que dans le film. Je pense que le livre va être beaucoup plus mature, on va dire, dans son message. Une petite fille spécialement odieuse pourrait m'inspirer ce commentaire. Fiona a la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais contrairement à ce dernier, il n'y a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je me pourlégerai à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes pestes de ma classe, mais en voilà assez. Poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leur enfant. Ceux-là sont à coup sûr bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael. Je me demandais si elle avait un frère dans le film. Mais bref. Et une fille du nom de Mathilda. Et considérait cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner, jusqu'à ce qu'on puisse la détacher, s'en défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder, en l'expédiant de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires, comme s'ils étaient des croûtes ou des corps aux pieds. Mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire, j'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda était l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif, si délié, et apprenait avec une telle facilité. Avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient aussi si bornés, si confinés dans leur petite existence étriquée et stupide, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fut-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée, qui ne n'en se serait pas aperçu. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal, mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc. À l'âge d'1 an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter,
À 4 ans, elle lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère. Lorsqu'elle l'eut épluché de la première page à la dernière et appris toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre? Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort? Le lire, papa. Et la télé, ça te suffit pas? Enfin, Dieu, on a une belle télé avec un écran de 56. Et toi, tu réclames des bouquins. Tu as tout l'enfant gâté, ma fille. Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère de 5 ans, son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au loto, dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Madame Verdebois était une mordue du loto et jouait 5 après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Mademoiselle Folliot, puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Mademoiselle Folliot, Madame Folliot, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît? Demanda Mathilda. Là-bas, sous les rayons du dessous, lui dit Madame Folliot. Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images? Non merci, dit Mathilda, je me débrouillerai bien toute seule. À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partit pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses, assise tranquillement dans un coin, à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Folliot, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. « Je peux t'aider, demanda-t-elle. Je me demande ce que je pourrais lire maintenant, dit Mathilda. J'ai fini tous les livres d'enfants. Tu veux dire que tu as regardé toutes les images? Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit. Madame Folliot considéra Mathilda de toute sa hauteur, et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard. J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, ajouta-t-elle, mais dans d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il est plein de mystères. Le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur. Madame Folliot était stupéfaite. Dis-moi, Mathilda, demanda-t-elle, quel âge as-tu au juste? 4 ans et 3 mois, répondit Mathilda. La stupeur de Madame Folliot était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant? Je voudrais un de ces livres vraiment bons, que lisent les grandes personnes, un livre célèbre, je ne connais pas les titres. Madame Folliot sans hâte se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sein se vouer. Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour une enfant de 4 ans? Se demandait-elle. Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille, à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescents. Puis, mue par on ne sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. Tiens, si tu essayais de lire ça, dit-elle, c'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi, et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. Les grandes espérances, lu Mathilda de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. Je dois être folle, songea Madame Folliot, ce qui ne le marcha pas d'arrimer. Bien sûr, ça devrait te plaire. Au cours des après-midi suivants, Madame Folliot eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures dans le grand fauteuil au bout de la pièce, avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivée par les aventures de Pip et de la vieille Miss Havisham, dans sa maison pleine de toiles d'araignée, totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. N'était par intervalle un bref geste de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile, et c'était toujours avec tristesse que Madame Folliot, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice. Il est 5 heures, moins 10. Mathilda. Durant la première semaine des visites de Mathilda,
ici tous les jours et vient te chercher. Ma mère va à Lèche-Bury tous les après-midi pour jouer au loto, avait répondu Mathilda. Elle ne sait pas que je viens ici. Mais voyons Mathilda, ce n'est pas bien, tu devrais lui demander la permission. Il vaut mieux pas, avait dit Mathilda. Elle ne m'encourage pas du tout à lire, pas plus que mon père d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans une maison vide tous les après-midi? Que je traînaille et que je regarde la télé, je suppose. Ce que je peux faire ne les intéresse pas du tout, avait ajouté un peu tristement Mathilda. Madame Folliot s'inquiétait des risques que pouvait courir l'enfant en suivant la grande rue très animée du village, puis en la traversant. Mais elle résolut de ne pas s'en mêler. Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. J'ai adoré ça, dit-elle à Madame Folliot. Monsieur Dickens a écrit d'autres livres. Tout un tas, dit Madame Folliot éberluée. Tu veux que je t'en choisisse un second? Ah, d'ailleurs, la page est déchirée là, c'est pas moi. Putain, je dis ça parce qu'il est pas à moi, il est à la bibliothèque. Je pense pas que ce soit moi. Merde. Aïe aïe aïe. Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, Mathilda lut les livres suivants. Nicolas Nickleby de Charles Dickens, Oliver Twist de Charles Dickens, Jane Eyre de Charlotte Brontë, Orgueil et préjugés de Jane Austen, 10 d'Uberville de Thomas Hardy, Kim de Rudyard Kipling, L'homme invisible de H.G. Wells, Le vieil homme et la mer, qu'on a lu en vidéo. Membre, Le bruit et la fureur de William Faulkner, Les raisins de la colère de John Steinbeck que j'ai acheté et qu'il faut que je lise, Les bons compagnons de J.B. Priestley, Le rocher de Brignott de Graham Greene, La ferme des animaux de George Orwell que j'ai acheté et qu'il faut que je lise et que je ferai sûrement en vidéo aussi. D'ailleurs, ça me fait penser en voyant la liste, il y a plein de livres que j'ai déjà lus, comme je te l'ai dit au début, donc n'hésite pas à regarder, je pense que je vais faire une liste sous cette vidéo pour te lire déjà faire une liste de tous les livres qu'on a déjà lus en vidéo membre. Voilà. C'était une liste impressionnante. Et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation, mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur les toits, mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres. Monsieur Hemingway dit des tas de choses que je ne comprends pas, lui expliqua Mathilda, surtout sur les hommes et les femmes, mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là, sur place, et de les voir arriver. C'est ça. Un bon écrivain te fera toujours cet effet, dit Madame Folliot. Et ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe, lis tranquillement et laisse les mots te bercer comme une musique. D'accord, d'accord. C'est dur, reprit Madame Folliot, que dans les bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi. Je me rappelle, j'en avais volé un quand j'étais petit de livre. Mais non, je ne savais pas, dit Mathilda, cela veut dire que je peux en emporter moi. Bien sûr, dit Madame Folliot, quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me le apportes, que je puisse le noter dans le cahier, et il est à toi pour 15 jours. D'ailleurs, ce livre là prolongé, mais normalement j'aurais déjà dû le rendre. Ce Mathilda, tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie. À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ceux qu'elle avait lus. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture et elle y passait le plus clair de ses après-midi à lire, avec bien souvent une tasse de chocolat chaud à côté d'elle. Elle n'était pas encore assez grande pour atteindre les choses dans la cuisine, mais elle tenait cachée dans la cour une caisse légère sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, elle préparait du chocolat, réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d'y jeter le cacao. Il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petites gorgées en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun qui menaient des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi assise au pied de son lit dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle de longs
changer de haut en bas le vaste monde. Voilà, donc c'était le chapitre 1. C'est très bien, enfin, je trouve que c'est bien écrit, surtout pour un livre pour enfants. Je me demande si c'est pas même mieux écrit que Charlie la chocolaterie, je sais pas. Mais j'aime bien. Donc je sais pas si je m'arrête là. Donc, si je te lis encore un chapitre, est-ce que le deuxième chapitre est plus court? Ouais, il est plus court. Ah, chapeau, super. Ouais, c'était le... Évidemment, je vais pas pouvoir lire jusqu'à le passage jusqu'elle va à l'école parce que c'est à peu près un tiers du livre, voire un quart. Le livre fait 260 pages là, celui-là. 254 pages à peu près. Et j'en suis à la page 23, donc c'est pour ça, tu vois, je fais des vidéos comme en privé parce que c'est des vidéos assez longues et qui n'intéressent pas forcément tout le monde, donc voilà. Et puis moi, ça me fait pas trop de soucis au niveau des droits d'auteur, même si je lis principalement des livres qui ont plus de 50, 70 ans, 60 ans généralement. Et au niveau des mangas, je lis les mangas avec les images et tout en fichier, mais je lis que le tome 1. Voilà. Je lirai jamais un manga en entier. Ça se fait pas pour moi de regarder un manga gratuitement sans le payer. Donc je lis juste le tome 1 pour le découvrir, pour vous le faire découvrir à chaque fois en vidéo. Et moi aussi je le découvre. Et après, voilà, je les achète pas ensuite parce que j'ai pas l'argent actuellement pour acheter toutes les collections de mangas. Je découvre parce que c'est cher. Mais voilà, le but c'est de faire découvrir finalement soit des livres, soit des mangas, soit des BD aussi, ou des comics. Donc là je t'invite vraiment à aller voir parce que c'est bien les écrans, tout ça. Mais lire aussi c'est très bien. Depuis que je lis, je suis beaucoup mieux, je sais pas comment dire. Intellectuellement, ça te stimule en fait, c'est bon pour toi, pour ta santé du cerveau. Et même ça va te mettre pas dans les mêmes dispositions en fait. Le fait de lire, ça va te faire réfléchir en fait d'une certaine façon. Donc voilà, rien que pour le travail, depuis que je lis, je vois que je suis plus motivé. Puis c'est très relaxant, enfin il y a plein de bons côtés, tu vois. T'apprends des mots, pour ta culture c'est hyper important, pour ta communication, enfin pour tout en fait. C'est trop important de lire, vraiment. Donc voilà. T'es pas obligé de lire beaucoup. Tous les jours, déjà si tu lis 20 minutes par jour, tu vois, c'est énorme. Et ces vidéos sont là aussi pour te donner envie de lire. Tout en te relaxant. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire en voix douce finalement. Le problème de la voix douce en fait, c'est que ça me fait mal à la gorge. Très très vite. Donc pour 3 heures, je peux pas faire 3 heures de voix douce. Voilà, on continue. Je vais lire un deuxième. Oh. Je vais lire juste un deuxième chapitre. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Ouais, tu vois, j'ai déjà une demi-heure. Je vais lire un deuxième chapitre et puis après on se dira au revoir. Mais moi je continuerai tout de suite après la lecture pour les vidéos, la vidéo membre. Parce que j'ai envie de savoir la suite. Les parents, donc le chapitre... je vais pas lire le titre du chapitre, pas. Les parents de Mathilda possédaient une jolie maison, avec au rez-de-chaussée une salle à manger, un salon et une cuisine, et 3 chambres à l'étage. Son père était marchand de voitures d'occasion et semblait relativement prospère. La sciure de bois, disait-il avec fierté, voilà l'un des grands secrets de ma réussite, et elle ne me coûte rien. La sciure de bois, je l'ai gratis à la scierie. Mais à quoi elle te sert, lui demandait Mathilda. Ah, répondait mystérieusement le père, tu voudrais bien savoir. Je ne vois pas comment la sciure de bois peut t'aider à vendre des voitures d'occasion, papa. C'est parce que tu es une ignorante, petite pétasse. Son discours n'était jamais très raffiné, mais Mathilda y était habituée. Elle savait aussi qu'il aimait se vanter, et elle ne se faisait pas, faute d'encourager sans vergogne ce travers.
dois être drôlement malin pour trouver un moyen d'utiliser quelque chose qui ne coûte rien, si seulement je pouvais en faire autant. Tu ne pourrais pas, répliqua le père, tu es trop bête, mais je ne demande qu'à tout expliquer au jeune Mike ici présent, qui deviendra un jour mon associé. Dédaignant Mathilda, il se tourna vers son fils et continua. Je suis toujours content d'acheter une voiture à un imbécile qui a tellement bousillé les vitesses que les pignons grincent comme des roues de charrette. Je n'ai plus qu'à mélanger une bonne dose de sciure à l'huile dans la boîte et tout se remet à tourner rond. Et ça marche comme ça combien de temps avant de recommencer à craquer demanda Mathilda. Assez longtemps pour que l'acheteur soit déjà loin, répondit le père en ricanant, dans les 150 kilomètres. Mais ce n'est pas honnête, papa, dit Mathilda, c'est de la triche. Personne ne s'enrichit en étant honnête, rétorqua le père. Les clients sont là pour être arnaqués. Monsieur Verdebois était un petit homme à face de rat dont les dents de devant seillaient sous une moustache mitée. Il avait un faible pour les vestons à carreaux aux couleurs criardes qu'il agrémentait de cravates généralement jaunes ou vert pâle. Maintenant, prends le kilométrage par exemple, poursuivit-il. Celui qui achète une voiture d'occasion veut d'abord savoir combien elle a fait de kilomètres, d'accord? D'accord, dit son fils. Donc, j'achète une vieille bagnole avec plus de 200 000 bornes au compteur. Je l'ai pour une bouchée de pain. Personne ne va acheter une épave pareille, pas vrai? De nos jours, on ne peut plus trafiquer les chiffres sur le compteur, comme on le faisait il y a 10 ans, avec les trucs qu'ils ont mis au point. Il faudrait être au moins horloger pour s'y frotter. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je me sers de ma cervelle, mon petit gars. Voilà ce que je fais. Comment? Demanda le jeune Michael, subjugué. Il paraissait avoir hérité de son père le goût de la filouterie. Eh bien, je m'assieds et je me dis, voyons, comment est-ce que je peux faire passer un compteur de 200 000 à 20 000 km/h 20 000 km sans mettre l'appareil en pièces détachées. D'accord, si je faisais de la marche arrière assez longtemps, je finirais par y arriver, car les chiffres défileraient à reculons. Tu comprends ça? Mais qui va conduire une vieille chignole en marche arrière pendant des milliers de kilomètres? Personne. Oh non, personne, c'est sûr, appuya le jeune Michael. Alors je me gratte le crâne, reprit le père, je fais fonctionner mes méninges. Quand on a reçu un cerveau bien organisé comme le mien, on s'en sert, et d'un seul coup, paf, je trouve la solution, exactement comme ce type génial qui a découvert la pénicilline. Eureka, j'ai crié, j'ai mis le doigt dessus. Alors, qu'est-ce que tu as fait, papa? Lui demanda son fils. Le compteur, répondit monsieur Verdebois, est actionné par un câble branché sur une des roues avant. Donc d'abord, je débranche ce câble, ensuite, je prends une perceuse électrique et je branche dessus le bout du câble de façon que quand l'appareil marche, le câble tourne à l'envers. Tu saisis, oui. Tu me suis, fiston? Oui, papa, dit Michael. Ces perceuses ont une vitesse de rotation formidable, enchaîna le père, si bien que dès que la machine se met à tourner, les chiffres sur le cadran tournent au même régime. En un rien de temps, avec le moteur au maximum, je peux retrancher pas loin de 100 000 km et je me retrouve avec un kilométrage inférieur à 20 000 et une bagnole parée pour la vente. Elle est quasi neuve, je dis à mon client, rendez-vous compte, faut dire qu'elle appartenait à une vieille dame qui ne roulait qu'une fois par semaine pour aller faire ses courses. On peut vraiment faire tourner le compteur en arrière avec une perceuse sans qu'il m'engueule. Ce sont les ficelles du métier que je t'apprends, dit le père. Surtout garde ça pour toi. Tu voudrais pas que je me retrouve en tôle, hein? Je dirai rien à personne, dit le jeune garçon. Tu as fait ça à beaucoup de voitures, papa. Toutes celles qui me passent par les mains y ont droit, dit le père. Je ramène tous les compteurs en dessous de 20 000 km avant de les mettre en vente. Et j'ai trouvé cette combine tout seul, hein, ajouta-t-il avec fierté. Je me suis ramassé un joli magot comme ça. Mathilda, qui avait écouté avec attention, intervint. Mais papa, c'est encore plus malhonnête que la sciure, c'est dégoûtant. Tu trompes des gens qui te font confiance. Si ça ne te plaît pas, ne mange pas ce qu'on te sert ici. C'est sur mes bénéfices que tu te nourris. C'est du vol, insista Mathilda. Ça me fait honte. Deux taches rouges apparurent aux pommettes du père. Non mais pour qui tu te prends avec tes sermons? Hurla-t-il. L'archevêque de Canterbury ou quoi? Tu n'es qu'une petite cruche ignorante qui parle à tort et à travers. Très juste Henri approuva la mère, et tourné vers Mathilda l'ajouta. Tu en as du toupet de prendre ce ton avec ton père, et maintenant tu vas fermer ton clapet, qu'on puisse regarder notre émission tranquille. Installés dans le salon, ils dînaient avec leur assiette sur les genoux, devant la télévision. Ils mangeaient des repas tout préparés, dans des barquettes d'aluminium, comportant des gaz pour la viande bouillie. Les pommes vapeur et les bois cassés. Madame Verdebois mastiquait consciencieusement, les yeux rivés sur l'émission de variété, saucissonnée de publicité.
C'était une bonne femme afflue, aux cheveux teints en blond platine, à l'exception des racines, qui ressortaient en un indéfinissable brun jaunâtre. Lourdement maquillée, elle présentait une de ces silhouettes adipeuses aux formes débordantes, à l'évidence comprimée de partout pour enrayer un effondrement général. Maman, dit Mathilda, ça ne te ferait rien que j'aille dîner dans la salle à manger pour pouvoir lire mon livre. Le père lui lança un coup d'œil torve. Moi, ça me fait, aboya-t-il, le dîner c'est une réunion de famille et personne ne sort de table avant qu'on ait fini. Mais nous ne sommes pas à table, remarqua Mathilda. Nous n'y sommes même jamais. Nous mangeons toujours sur nos genoux en regardant la télé. Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder la télé, je te demande un peu, dit le père. Sa voix de mauvaise s'était soudain faite doucereuse. Mathilda se méfiait de ce qu'elle pourrait répondre, resta silencieuse. Elle sentait monter en elle la colère. Ce n'était pas bien de détester ainsi ses parents. Elle le savait, mais c'était vraiment bien difficile de se contenir. Toutes ces lectures avaient développé en elle une conception de la vie qui leur échappait. Si seulement ils avaient un peu lu Dickens ou Kipling, ils auraient sans doute bientôt découvert que l'existence ne se bornait pas à escroquer ses semblables et à regarder la télévision. Sans compter que Mathilda en avait assez d'être constamment traitée d'idiote et d'ignorante, alors qu'elle savait très bien que ce n'était pas vrai. Ce soir-là, envahie d'une fureur croissante, alors qu'elle était couchée dans son lit, elle finit par prendre une résolution. Chaque fois qu'elle se ferait rabrouer par sa mère ou son père, décida-t-elle, elle se débrouillerait pour prendre sa revanche d'une façon ou d'une autre. Une modeste victoire ou deux, de temps en temps, l'aiderait à supporter leurs inepties et l'empêcherait de devenir folle. Il faut bien se rappeler qu'elle n'avait pas 5 ans et qu'il n'est pas facile pour un petit être aussi jeune de marquer des points contre des adultes tout-puissants. Elle n'en était pas moins déterminée pour autant, et après ce qui s'était passé ce soir-là devant la télévision, son père serait le premier sur la liste. Voilà, ça me fait penser le repas là. Maintenant c'est pareil, je ne supporte plus la télé pendant le repas en fait. Pendant que tu manges, il n'y a pas plus casseur, enfin destructeur socialement que de mettre la télé en fait. Tu discutes plus, tu profites plus du moment avec les autres, c'est horrible. Bah non, genre si par exemple mon père il va mettre la télé, je l'enlève en fait. Enfin je peux plus quoi. Donc le problème c'est que c'est vraiment une habitude en fait. Soit t'as une habitude, après tu vas développer l'habitude en fait de mettre la télé. Et du coup, voilà. Tu... C'est comme ça après quoi, c'est normal quoi. Mais c'est vrai, je comprenais pas, petit, quand ma grand-mère criait quand on mettait la télé. Enfin, quand je voulais mettre la télé pendant le repas. Maintenant, je comprends. Ça te gâche ton moment en fait. Tu perds le moment du repas, de partage, de convivialité, discussion, tout ça. Mais bref. Donc c'est intéressant. En vrai. En vrai, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des livres voilà, qui sont hyper intéressants, que ça soit. Qui sont voilà, pour toute culture en fait, de la société. Enfin voilà, j'ai découvert récemment juste des textes de. Je sais plus quel philosophe là, des années 1600. En fait, qui te parle du fonctionnement de l'argent par exemple. Comment l'argent est redistribué entre les gens, donc les 3 chemins de l'argent. Et en fait, voilà, ça montre pourquoi, entre guillemets, il y aura toujours dans nos sociétés des gens pauvres. Et comment l'argent bouge en fait, enfin, ce qu'elle fait en fait, comment les gens gagnent de l'argent, comment elle est utilisée, et les types de manières de gagner de l'argent en fait, vraiment les routes de l'argent. Voilà, je vais pas t'en parler en détail, peut-être que j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Mais c'est hyper intéressant. Et au niveau de la société, des salariés, des patrons, des riches, des pauvres, et bah en fait tu te rends compte qu'il y a 300 ans, au niveau de la société, c'était déjà comme maintenant en fait. C'est-à-dire avoir des miettes et les autres qui ont le plus grosse part du gâteau, mais la majorité des gens, il faut juste leur donner des miettes. Juste assez pour qu'ils aient à manger, mais bon, ça c'est pas tout. Mais c'est vrai que ouais, au niveau de l'argent,
c'est hyper intéressant. Donc ça c'est ouais, c'est tout ce qui est voilà, il y a tout un tas de livres accessibles qui sont hyper importants quoi. En vrai. Mais ouais, franchement tu lis Mathilda quand t'es petit, quand t'es en primaire, n'importe quel livre. Le fait de lire de temps en temps, tu vois, je pense que tu vois la différence avec quelqu'un qui lit jamais. Parce qu'en fait, tu vois, rien que pour dormir, on parlait pour le côté santé, on va dire bien-être, le fait de juste lire avant de dormir, tu t'endors après tranquillement. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, tu vois. Tu t'endors tranquillement alors que les écrans ça t'excite le cerveau de fou quoi. Tu vois, là je me suis. Là, ASMR plus lire. Là je me couche, je m'endors direct. Bon, bref, je te laisse du coup, prends soin de toi. Fais de beaux rêves. Et je te dis à très vite dans une nouvelle